Bienvenue dans Arithmantique pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci au lien entre les mathématiques et la poésie. Il y a quelques jours, j'ai publié un essai sur les mathématiques et la poésie qui s'appelle « Le compas et la lyre » que j'ai eu le plaisir de co-signer avec deux amis chercheurs, Johan Bruton et Bernard Randet, chez l'éditeur Calva-Gemounet qui est spécialisé sur les mathématiques. Il s'agit d'un essai qui ne nécessite pas de connaissances techniques et qui vise à montrer que des liens entre mathématiques et poésie existent réellement. Si le livre fait 200 pages, je me donne aujourd'hui quelques minutes pour essayer de vous convaincre que les mathématiques et la poésie sont beaucoup plus reliés qu'on ne le croit habituellement et je vais faire cela à travers un tout petit exemple. La poésie est parfois vue comme l'art de mettre un mot à la place d'un autre. On appelle ça la métaphore, on appelle même parfois cela la licence poétique. Le fait de créer des images n'est cependant pas réservé aux poètes. On le fait parfois de façon poétique, comme on le dit, dans la langue commune. Ainsi, en appelant un même objet par deux mots ou deux expressions différentes, je vais lui donner deux regards différents. Si je dis par exemple « dents de lion », je fais référence aux pétales et à leur forme particulière. Si je parle d'un pissenlit, je parle des propriétés prétendument diurétiques de la plante. Dents de lion, pissenlit, c'est exactement la même chose, mais deux approches différentes, deux regards différents. Si nous donnons tous des noms aux objets qui nous entourent, parce que nous avons bien besoin de les nommer pour pouvoir exprimer notre relation avec eux, Pythagore n'est pas nécessairement d'accord. En effet, pour lui, tel que cela nous est rapporté par Proclus, n'importe qui n'est pas à même de conférer des noms aux choses, mais seul en est capable celui qui voit l'intellect et la nature des objets. En d'autres termes, pour Pythagore, seul le mathématicien devrait être réellement autorisé à donner des noms aux choses, parce que le mathématicien voit l'essence même des choses, il connaît leurs propriétés intrinsèques. Alors reprenons. La poésie serait plus ou moins l'art de la métaphore, mais contrairement à ce que l'on imagine très souvent, les mathématiques aussi utilisent la métaphore et bien plus souvent qu'on ne le pense. Il existe par exemple un énoncé bien connu de la géométrie euclidienne qui consiste à dire « par deux points distincts ne passe qu'une seule droite ». Eh bien cet énoncé peut se transformer en un énoncé très similaire qui est le suivant. Deux droites non parallèles ne se croisent qu'en un seul point. Pour passer d'un énoncé à l'autre, grosso modo, on transforme les droites en points et les points en droites. Cette manière de procéder existe de façon commune en mathématiques, c'est ce que l'on appelle la dualité. Et si vous me demandez de définir simplement ce qu'est la dualité, je dirais que c'est la métaphore. Je dis que c'est la métaphore parce que la métaphore n'est pas quelque chose qui fonctionne au hasard. La métaphore est quelque chose d'assez précis, si on veut qu'elle fonctionne. Si par exemple je transforme mon énoncé en deux cercles distincts ne se coupent qu'en un seul point, alors évidemment ça ne marche pas. De même que si au lieu de dire pissenlit dans une poésie, j'emploie le mot ordinateur, il est peu probable que la métaphore soit très efficace. Je voudrais vous montrer une métaphore mathématique, par la dualité, un peu plus complexe. Il s'agit du théorème de Pappus. Pappus d'Alexandrie a vécu en Égypte, évidemment, au IVe siècle de notre ère. On ne sait pas grand-chose de sa vie, à part qu'il a été un très grand géomètre. Voici deux manières équivalentes d'énoncer le théorème qui porte son nom. 4 points 3 à 3 non alignés définissent 6 droites distinctes. En effet, à partir des points W, Z, Y et X, on peut construire les 6 droites, ici en gris. Si l'on s'amuse à transformer cet énoncé en son énoncé dual, on obtient un autre énoncé qui est le suivant. 4 droites 3 à 3 non concurrentes définissent 6 points distincts. En effet, les 4 droites W, X, Y, Z nous permettent bien de définir les 6 points ici en noir. La métaphore marche bien, on a bien respecté le mode d'emploi, et cela nous permet d'étudier cette situation géométrique de deux manières différentes, par le biais des points ou par le biais des droites, en fonction de ce que l'on connaît, de ce que l'on préfère, voire de ceux avec lesquels on est le plus à l'aise. Bref, en mathématiques comme en poésie, une métaphore marche lorsqu'elle conserve un rapport entre l'objet initial et l'objet vers lequel on se dirige. Dans le langage de l'analyse, on dirait que cette métaphore est tout simplement la fonction qui permet de passer de l'antécédent à l'image. L'antécédent, c'est ce que nous avons en tête, c'est l'objet tel qu'on le connaît de façon simple. L'image,
c'est tout simplement l'image que l'on en propose. Une métaphore est une image, de même qu'une fonction permet de définir une image. Si la métaphore est mauvaise, alors en poésie on aura une image qui sera laide. Et de la même manière, en mathématiques, on aura une propriété ou un énoncé qui sera faux. J'espère qu'avec ce petit exemple sur la métaphore en mathématiques et en poésie, j'aurai commencé à peut-être vous convaincre un petit peu qu'il y a un réel lien entre les mathématiques et la poésie. Ce n'est bien sûr pas le seul. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, Le Compas et la Lyre est disponible en librairie ou sur Internet.